Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. On va parler de TDAH, les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, diagnostiqués tardivement, mal compris, souvent ignorés. Comment accompagner les jeunes qui souffrent de TDAH? On en parle dans un instant. On ira ensuite au cœur de l'Allemagne nazie avec un roman graphique bouleversant qui parle d'une histoire parfois méconnue, celle des troisièmes caméras. Les caméras off de celles et ceux qui ont filmé l'horreur dans le régime nazi. Et puis dans son panorama aujourd'hui, Shirley Adelaide va vous emmener au Louvre où les fous sont à l'honneur. C'est elle qui vous le dira. Mais avant cela, donc place au débat. On va se demander dans ce débat si votre enfant est simplement turbulent ou s'il souffre d'un trouble invisible qui est en train de bouleverser sa vie. On vous dit tout de suite. Et pour en parler, nous sommes avec Géraldine Maigret, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Bonjour, merci d'être avec nous. Le TDAH concernerait environ 5% des enfants et des adolescents dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ce trouble du déficit de l'attention, hyperactivité? Comment ça se manifeste ? Alors, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est un trouble du neurodéveloppement qui va se caractériser par deux grandes dimensions. On a d'un côté tout ce qui est autour de l'inattention, donc des enfants qui vont avoir du mal à se concentrer, qui ont du mal à réguler en fait leur capacité de concentration. Ils peuvent s'hyper-focaliser quand ils sont motivés, quand ils sont intéressés, mais ils vont avoir beaucoup de mal à investir et à mobiliser leurs ressources sur des choses pas très passionnantes, en tout cas qui pour eux n'est pas assez passionnante, des enfants qui sont facilement distraits, donc on a des capacités d'attention qui sont très très fluctuantes. Et puis on a un autre grand domaine qui est le côté impulsif, hyperactif, qui va se manifester par de l'agitation motrice, mais également par parfois une tendance à couper la parole, à trop parler, à avoir du mal à entendre, des enfants assez fébriles, assez bouillonnants. Voilà. Et puis, on va avoir des profils très différents selon les enfants. Selon la Haute Autorité de Santé, il faut un diagnostic et une prise en charge assez précoce pour éviter une aggravation des conséquences, notamment psychologiques. Pourquoi ? Alors c'est aussi la nouveauté de ces recommandations, c'est d'insister sur le dépistage précoce, puisqu'on sait que c'est un trouble qui, s'il n'est pas pris en charge assez rapidement, peut en fait avoir ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres troubles qui vont se rajouter et qui vont venir en fait aggraver la situation et avoir un retentissement plus important sur la sphère scolaire, sur la sphère familiale également, sociale et après pourquoi pas professionnelle. Vous parlez de nouvelles recommandations parce que c'est un trouble qui est en constante évolution. En tout cas, son analyse est évolutive. Alors, là, surtout, on a des nouvelles recommandations donc, qui surviennent 10 ans après les dernières, avec surtout, à la demande des associations aussi de TDAH, pour pouvoir aussi sensibiliser sur le fait qu'il n'y a pas assez de professionnels formés en France au TDAH et que ça a pour conséquence de retarder justement les diagnostics, donc les prises en charge. On a encore beaucoup de mythes et de fausses croyances autour de ce trouble en France. Et ça a des conséquences assez désastreuses sur les enfants, mais également sur leur famille. Parce que l'accès au diagnostic, il est compliqué. Aujourd'hui, seuls les pédiatres, les psychiatres et les neurologues peuvent poser ce diagnostic. C'est quoi les obstacles qu'il peut y avoir ? Alors, déjà la formation. En fait, vraiment, il y a, d'ailleurs, dans ces recommandations, on a tout un chapitre, tout un encart sur la formation. Qu'est-ce qu'un professionnel médical formé au TDAH ? Donc oui, c'est un diagnostic médical, donc qui doit être posé par des médecins. C'est vrai que la plupart du temps, on oriente vers des pédopsychiatres, des neuropédiatres. On a de plus en plus de pédiatres qui se forment avec des spécialités. Donc effectivement, pas beaucoup de personnes formées, et je dirais même bien formées. Vous parliez de mythes et de fausses croyances autour du TDAH. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un peu cette caricature qu'on peut avoir en classe, l'élève hyperactif, agitateur, turbulent, c'est les termes qui peuvent être utilisés. C'est ça encore l'idée reçue qui peut rester sur certains enfants ? Ça, factuellement, c'est la vérité. C'est en classe, quand on les voit, c'est des enfants qui ont du mal à tenir en place, à s'agiter, à être perturbateurs. Bon, dans les fausses croyances qu'on peut souvent retrouver, c'est que ce serait un problème éducatif. Ce seraient des enfants qui seraient mal élevés, mal limités. Comme dans les problèmes de comportement d'ailleurs, on va avoir cette idée-là. Or, c'est pas du tout l'origine de ce trouble. C'est un trouble qui a une étiologie, donc des origines assez complexes et dont la première, c'est principalement des variants génétiques. Et après, on a cet aspect, ce que nous on appelle épigénétique, où les gènes et l'environnement vont rentrer en interaction et ça fait quelque chose d'assez complexe. Mais on a des enfants dans des milieux
très bien, si je puis dire, avec une bonne éducation, qui ont quand même un TDAH. Et inversement, on a des enfants dans des environnements défavorables qui n'ont pas de TDAH. Donc ça n'a pas de lien de cause à effet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mythe aussi? Peut-être le lien avec le quotient intellectuel, des choses comme ça, qui peuvent être mal interprétées? Alors, on a, oui, parfois un peu des mythes aussi avec les enfants au potentiel aussi. Mais à nouveau, alors il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a un diagnostic, un trouble du neurodéveloppement. Avoir un haut potentiel intellectuel, ce n'est pas un diagnostic médical. Hein. Souvent, il y a beaucoup de confusion autour Les tests de ça. QI n'ont pas de validité N'ont pas pour objectif de diagnostiquer, à part une déficience. Et encore, ils ne suffisent pas. Il y a d'autres tests. Donc ça n'a aucune valeur. En fait, c'est pas une entité médicale. C'est-à-dire que ça n'est pas, c'est plutôt même une chance. Mais si vous prenez une classification, en fait, ça n'existe pas en fait dedans. Donc, on peut très très bien avoir un TDAH et de très bonnes compétences intellectuelles ou inversement, ou d'autres troubles. Mais en tout cas, le fait d'avoir de bonnes compétences intellectuelles ne va pas faire naître un TDAH. Et comment on sait qu'un enfant a un TDAH? Quels sont un peu les critères clés en tant que parent qu'on peut détecter dans le comportement de son enfant? Alors, c'est pas facile parce que j'ai envie de dire, c'est pas aux parents vraiment de détecter. Ils sont là, ils vont être sensibilisés, bien évidemment, et on en entend beaucoup parler. Les parents sont de plus en plus informés, parfois même mieux que les professionnels, d'ailleurs. Mais c'est après toute la démarche diagnostique qui va être faite chez les neuropsychologues ou chez les médecins, qui va en permettre de distinguer. Est-ce qu'on est sur du développement normal aussi? On a des enfants jeunes où ils peuvent s'agiter et ça va passer. Est-ce que c'est un autre trouble qui peut déclencher ce genre de symptômes, voilà, de faire un petit peu le tri et de voir vraiment ce qu'on a en face de nous. Donc il y a une démarche diagnostique bien précise à mener. Aux États-Unis, quand on parle de TDAH chez les enfants, il y a ce qui a été pendant longtemps le remède miracle, la Ritaline, qui est ce qu'appellent les Américains la baby coke. C'est un médicament qui soigne ou pas, qui accompagne ou pas. Ça fonctionne comment d'ailleurs? Alors, en France, nous, on a le seul psychostimulant de synthèse qui est la méthylphénidate, hein, qui n'est pas ce ne sont pas des amphétamines. C'est des amphètes, la Ritaline. Alors, je ne sais pas aux États-Unis comment se portent les molécules, mais en tout cas en France, la méthylphénidate, où découle la Ritaline ou d'autres, le Concerta, le Quasime, choses comme ça, ne sont pas des amphétamines. D'ailleurs, c'est bien rappelé dans les recommandations. Donc, ce sont des traitements qui vont venir agir sur vraiment les grands symptômes au niveau neurotransmetteur, en fait, au niveau de la dopamine, pour pouvoir permettre à ces enfants, durant le temps scolaire, parce que c'est des médicaments avec des temps d'action très limités, de pouvoir se concentrer. Nous, on a tendance à dire que ce sont des traitements on-off. Vous le prenez, il y a un effet, vous ne le prenez pas, il ne se passe rien. Et c'est justement là où je voulais en venir, puisque la Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations, explique qu'en première intention, il faut passer par des interventions non médicamenteuses, comme la psychoéducation. Comment ça marche un petit peu? Alors ça aussi, c'est la grande nouveauté de ces recommandations, et on est très contents, en tout cas je fais partie des gens qui sont très contents que ça soit bien mis en évidence. Alors la psychoéducation, de toute façon, elle existe dans tout diagnostic. Quel qu'en soit le diagnostic que vous recevez, le médecin est censé vous expliquer ce que vous avez, qu'est-ce que ça signifie dans votre quotidien, et de vous donner un certain nombre d'informations pour retrouver, comme on dit, du pouvoir d'agir par rapport à une pathologie chronique. Donc il y a tout un travail déjà à faire au moment du diagnostic. Il ne s'agit pas de laisser les parents et l'enfant avec un diagnostic et dire bon, bah, merci, au revoir, on se revoit dans 5 mois, mais de leur amener quand même un certain nombre d'éléments, aussi déconstruire ces fausses croyances que certains parents peuvent avoir, répondre à leurs questions, leur expliquer le parcours de soins, aussi pour les engager, les rassurer. Donc ça, c'est vraiment déjà une grosse partie. Et ensuite, il va y avoir effectivement, pour certaines familles, tout ce qu'on appelle les programmes d'entraînement aux habilités parentales. Et ça consiste en quoi? Alors ça, c'est souvent recommandé aussi quand, avec le trouble de l'attention, on va avoir des troubles du comportement. Comme je le disais tout à l'heure, il y a souvent des comorbidités. L'une des plus importantes, c'est le trouble d'opposition avec provocation. Donc on va en fait accompagner les parents en priorité de ces enfants pour les aider à gérer les problèmes de comportement au quotidien. Puisqu'on sait que sinon, la situation et la dynamique familiale va se dégrader, et que les parents, en fait, effectivement, pour le coup, ne vont plus avoir des pratiques éducatives très efficaces. Donc, l'idée, c'est pour éviter que les choses, j'ai envie de dire, se gangrènent et s'aggravent, on prend en charge les parents des enfants.
Il y a un temps d'échange donc qui est important entre les enfants et les parents. Ça porte ses fruits, ça aide. Est-ce qu'on guérit de TDAH? Alors, ça fait plusieurs questions. On ne guérit pas d'un TDAH, pas plus qu'on guérit d'une dyslexie. Ce sont des troubles du neurodéveloppement. Donc ça évolue, ça se modifie. C'est lié à une immaturité dans le développement cérébral. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place progressivement. Mais on reste avec un TDAH à l'âge adulte. En ce qui concerne, en tout cas, la psychoéducation et les programmes d'entraînement aux habilités parentales, ce sont des choses qui ont été évaluées scientifiquement. D'ailleurs, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont élaborées sur les données de la recherche. Mais en tout cas, pour ce qui est des programmes parentaux, oui, c'est jugé efficace, tant pour le bien-être et la santé mentale des parents que pour les enfants. La Haute Autorité de Santé souligne le besoin de former davantage de professionnels, on le disait, notamment pour réduire les délais de prise en charge. Est-ce qu'il faut repenser les parcours d'études, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé pour inclure cette dimension-là dans le développement de la formation ? Oui, je pense. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à revoir dès l'université. Alors, je pourrais parler pour mon corps de métier, je ne pourrais pas parler pour les autres, mais oui, il y a certainement un manque dans le cursus universitaire. Il y a certainement aussi un besoin de rendre obligatoire la formation continue pour pouvoir continuer à se mettre à jour, pour être formé correctement et ne pas rester avec... en tout cas, être à jour sur ce qui se fait au niveau de la recherche. Vous disiez quelque chose d'intéressant, on garde le TDAH même à l'âge adulte, ça n'évolue pas, enfin ça évolue, mais en tout cas ça ne disparaît jamais complètement. Alors, dans les critères, le TDAH peut être classé, comme on dit, en rémission partielle, quand il n'y a plus tous les critères nécessaires pour poser le diagnostic, mais qu'il y a encore un retentissement. En tout cas, voilà, on sait que chez l'adulte, il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place, dont des compensations qui peuvent vraiment atténuer les symptômes, en tout cas rendre le trouble beaucoup plus discret. Et je pense qu'à partir du moment où, en tant qu'adulte aussi, on a trouvé l'activité professionnelle qui convient, eh bien, il y a moins de retentissement. Parce que ça se manifeste comment chez les adultes? Pareil, des difficultés à rester concentrés? Ouais, il y a quand même encore ça. Je rigole parce que j'ai une collègue neuropsy qui a un TDAH et je pense à elle. Oui, il y a cette difficulté à se concentrer, aussi cette tendance à se distraire, à passer du coq à l'âne, la procrastination. Qui est quand même aussi important. Donc ça peut être un TDAH, c'est pas juste la flemme. Ouais, alors en fait, il faut comprendre aussi, moi je dis souvent aux parents en consultation, le TDAH c'est un vrai trouble de la motivation. C'est vrai, c'est vraiment réel, c'est tout ce réseau de la dopamine, motivation, récompense. Ce sont vraiment des gens qui ont du mal à se motiver, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui les passionne. Et là, ils vont s'engager même excessivement. Mais en tout cas, on peut avoir tendance à procrastiner, des difficultés d'organisation. Donc ça aussi augmente la procrastination. Et puis, pour certains, avec les profils impulsifs, des adultes qui restent impulsifs, qui restent irritables, le TDAH est accompagné quand même d'un gros problème de régulation émotionnelle, que ce soit chez l'enfant, l'ado ou l'adulte. On retrouve d'ailleurs chez les adultes des accidents de la voie publique assez fréquemment, avec des conduites à risque, des abus de substances également. Donc il peut y avoir toutes aussi ces comorbidités qui vont apparaître chez l'adulte s'il n'a pas été pris en charge. Et comment la frontière elle se fait là dans ce que vous dites, puisque ça ressemble un peu à des troubles de la bipolarité? Ce que vous décrivez, comment on fait la frontière entre les deux, en se faisant accompagner sans doute? Alors, le parallèle est tout à fait juste, et parfois ça peut être même difficile. Donc là, c'est une belle démarche diagnostique qui est à faire, et ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, de pouvoir vraiment... Le trouble bipolaire est vraiment un trouble avec des critères diagnostiques précis, le TDAH aussi. Après, effectivement, on peut aussi évoluer vers un trouble de la personnalité. On peut passer d'un TDAH à un trouble ça peut déclencher des comorbidités. Puis, oui, en termes de trouble de la personnalité, oui. En France, les professionnels qui prennent en charge les TDAH sont assez peu nombreux et répartis de manière assez inégale sur le territoire. Ça entraîne des délais d'attente qui vont jusqu'à 10 mois. Ouais. On parlait de la formation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Est-ce qu'il faut peut-être créer des cliniques spécialisées? Qu'est-ce que vous voyez comme piste? Je sais pas. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, il y a de pouvoir donner accès à de l'information à un maximum de monde. On est beaucoup à essayer de faire ça sur les réseaux sociaux, à vulgariser aussi de la recherche scientifique qui est
assez imbuvable pour le grand public, même pour nous parfois, pour que les parents soient bien informés, qu'ils puissent essayer d'être dans des postures un peu différentes par rapport aux professionnels de santé. Donc oui, il y a de la formation à augmenter. Il y a peut-être aussi utiliser de nouvelles technologies pour pouvoir permettre à des gens qui géographiquement vont être un peu plus isolés d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui se développent d'ailleurs. Et puis, il faut aussi que le regard sur ce trouble change et qu'il y ait moins de stigmatisation et moins de faux discours aussi, de mauvais discours. Et alors, dans cette partie diagnostic des TDAH, il y a un volet de biais sexistes, puisqu'il est souvent mentionné que les filles sont sous-diagnostiquées par rapport aux garçons, ce qui peut conduire à des retards de prise en charge. À quoi c'est dû et comment on peut améliorer ça? Alors, c'est vrai que le ratio, c'est qu'il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Alors, chez le garçon, ça s'explique, parce que le garçon a des vulnérabilités neurologiques que les filles n'ont pas. Et puis, effectivement, les filles vont avoir tendance à avoir plutôt des profils inattentifs qui prédominent, donc plus discrètes. Au final, ceux qui sont sur un versant inattentif sont moins bien identifiés que ceux qui s'agitent et qui sont impulsifs. Et puis les filles vont peut-être développer aussi des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles du comportement alimentaire ou d'autres choses. Et c'est plutôt ça qui va les amener en consultation pour, en fait, avec au final un TDAH qui serait plutôt à l'origine de ça, quoi. À l'école, comment ça se passe? Est-ce que vous avez le sentiment que les professeurs, les personnels encadrants sont bien informés, bien formés? J'ai l'impression que ça veut dire un non. Ou est-ce qu'ils rencontrent des difficultés, ces jeunes avec TDAH? C'est un grand sujet d'aller former l'éducation nationale. Le mammouth. Ouais, je tente désespérément. Je pense qu'il y a une génération de professeurs, de jeunes professeurs qui ont envie. Je pense que les professeurs ont envie. On leur demande aujourd'hui, depuis la loi de 2005 sur l'inclusion, d'accueillir des enfants avec beaucoup de troubles. Je ne suis pas sûre qu'on leur ait donné les moyens. Je ne suis pas sûre qu'on leur ait donné les formations de qualité. Attention, parce qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait des personnes du médico-social qui rentrent dans l'éducation nationale, qui viennent amener... nous, on amène nos connaissances pour qu'eux, après, puissent adapter leur pédagogie. C'est encore très difficile. Mais je pense qu'il y a des volontés. Moi, je le vois, j'ai des associations aussi de parents qui se montent et qui essayent de faire bouger les choses. Donc, auprès des enseignants, auprès du périscolaire. Là, dans quelques semaines, je vais intervenir à Alfortville pour le périscolaire. C'est une association de parents TDAH qui met ça en place. Donc il y a vraiment des gens avec des belles énergies et je pense qu'il faut les soutenir aussi. Parce que toute la difficulté de l'éducation nationale et des enseignants, c'est qu'ils ont en face d'eux un magma d'élèves. C'est-à-dire que le TDAH demande sans doute un accompagnement particulier, mais c'est difficile de faire du particularisme dans une classe où on est 25 à 30. Alors... moi, je ne suis pas persuadée qu'on soit obligé de faire de l'individuel. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 recettes pour accompagner les enfants. Il y a des choses à éviter. Et que ce soit pour un enfant TDAH ou pour un autre, ça fonctionne. Et je suis persuadée que si, en fin de compte, on pouvait juste expliquer 2-3 petites choses aux enseignants pour éviter que certaines situations ne s'enveniment en classe. Ça serait quoi? Ça serait leur dire quoi, par exemple? Alors, c'est très difficile parce qu'on pourrait appliquer la même chose qu'on demande aux parents. Mais le problème, c'est que là, il y a la classe. Ce sont des enfants qui ont besoin qu'on les renforce dans leurs efforts. Ils font des efforts, sauf qu'on ne le voit pas, sauf qu'on a, nous, en tant qu'adultes, on a des attentes trop élevées. Donc, effectivement, on demande souvent aux enseignants d'essayer d'être plus à les féliciter quand ils arrivent à rester 5-10 minutes sans bouger ou à se mettre un peu au travail. Il faut aussi comprendre que la mise au travail est un vrai symptôme. Ce n'est pas la flemme, comme on le disait tout à l'heure. Donc arrêtez aussi de peut-être penser qu'ils ne veulent pas. En fait, peut-être qu'ils ne peuvent pas. Donc il y a tout, en fait, à mon avis, un gros travail de psychoéducation à faire auprès des enseignants. Moi, je leur dis souvent aux enseignants, je ne vais pas vous apprendre la pédagogie, ce n'est pas mon métier. Je vais juste vous amener des éléments de mon métier et vous allez être après en mesure d'adapter votre pédagogie. Donc, mais je pense que parfois les enseignants ont peur qu'on vienne peut-être reprendre ou remettre en question leur travail.
Une question sur les idées reçues. On parlait tout à l'heure de la question de la mauvaise éducation. Une autre idée reçue, c'est que ça serait une invention. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous parliez de la recherche, de la littérature scientifique. Qu'est-ce que vous répondez quand on dit, bah, de toute façon, non, c'est juste un gamin agité, il y en a eu d'autres, c'est pas du TDAH, ça n'existe pas? Oui, ça fait partie des grands mythes, comme quoi le TDAH serait une invention des Big Pharma. Alors, de toute façon, ce genre de propos, on l'entend dans la bouche de personnes qui ne connaissent pas le TDAH, puisque c'est quand même un trouble où on retrouve des écrits depuis la fin du 18e. On a même retrouvé des plus anciens. Donc, c'est pas, et ce sont des écrits qui sont en Europe, hein, ce n'est pas les États-Unis. Donc, puisque le TDAH est rentré dans les classifications américaines en 1980, dans le DSM-3. Donc, non, les premières descriptions sont en France, sont au Royaume-Uni, sont en Allemagne. Donc, non, il suffit de reprendre ces écrits-là et on voit bien que ça correspond parfaitement aux enfants d'aujourd'hui, quoi. Vous parliez tout à l'heure des traitements médicamenteux qui sont là plutôt du ressort des neuropédiatres. Donc vous accompagnez, j'imagine, parfois des familles qui se demandent s'il faut ou non passer un traitement et surtout sur la réflexion autour parce que certains parents craignent parfois de droguer leur enfant. Comment vous abordez ces inquiétudes avec eux? En fait, alors voilà, il y a un vrai travail de psychoéducation. Même si moi, je ne suis pas médecin et je ne maîtrise pas tous les rouages de la médication, on leur explique que effectivement, ce n'est pas une drogue. À nouveau, on est en on-off. Bon, moi, je leur dis toujours, si vous trouvez un toxico qui arrête le week-end et qui arrive à réussir à arrêter les vacances, voilà, c'est pas possible. En plus de ça, on a quand même des données scientifiques sur le sujet et on sait que le TDAH est un facteur de risque de basculer dans un abus de substance quand même à l'entrée dans l'adolescence, âge adulte. Et par contre, le TDAH traité va être un facteur de protection pour éviter ce qu'on appelle les troubles liés aux abus de substances. Donc, non, on a quand même maintenant des données où on peut dire, voilà, en termes de qualité de vie, les personnes qui ont été mises sous traitement ont eu une meilleure réussite scolaire, professionnelle, un meilleur état général, quoi. Surtout sur cette période de l'école qui est contraignante, qu'on ne choisit pas. Selon vous, quels sont les principaux axes d'amélioration pour le futur en termes de diagnostic, de prise en charge et de soutien aux familles touchées par le TDAH? Je pense qu'il y a tout le monde a un rôle à jouer dans la reconnaissance et dans la compréhension de ce trouble. Tous les acteurs, soit les acteurs de l'éducation nationale, les acteurs des professionnels de santé. Et je dirais même, puisque vous m'avez invité, que les médias aussi ont un rôle à jouer sur ce qu'ils diffusent. Donc je suis très contente et je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Donc il y a toute une harmonisation à faire et autour de ce diagnostic, autour de la compréhension de ce trouble. C'est ça qui va permettre d'accompagner correctement les familles. C'est que les parents aient moins peur aussi, parce que les fausses croyances, les idées reçues, ça fait aussi que les parents ne vont pas aller chercher de l'aide auprès des professionnels. Ils vont rester aussi avec leurs problèmes. Et on voit des enfants arriver trop tard. Et je pense qu'il faut qu'en France, on intègre qu'on peut poser des diagnostics avant 6 ans. Ça, c'est aussi un truc assez exceptionnel en France. Il est tout à fait possible de commencer à poser un diagnostic dès 4 ans, si on a envie de prendre des précautions, mais TDAH probable, mais surtout, en fait, d'ouvrir la porte vers la prise en charge le plus rapidement possible. Voilà, il faut que le diagnostic, ça stigmatise pas. C'est ce que les gens en font, en fait. Et surtout les gens qui le comprennent pas. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui pourraient avoir des appréhensions à aller voir un professionnel comme vous de la santé et à dire moi mon enfant n'est pas malade, pourquoi j'irais voir une psychologue? Je vais répondre ce que je réponds toujours, c'est en fait déjà, il faut savoir que, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. C'est pas parce qu'on va avoir un neuropsychologue qu'on va faire passer des tests et qu'on va partir pour des heures de bilan. Donc, c'est tout à fait possible de venir poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Les parents ont des questions et je pense qu'il faut mieux aller voir des professionnels, en tout cas essayer de trouver des professionnels qui connaissent le sujet pour avoir les bonnes réponses et peut-être partir totalement rassurés. Moi, j'ai une grande partie des parents qui viennent me voir où on se dit OK, on attend, on voit, je leur donne 2-3 billes et puis on voit ce qui se passe. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à poser ces questions. Et puis parfois, il ne faut pas hésiter, mais je sais que c'est compliqué aussi pour les parents de trouver des rendez-vous, mais si on n'est pas satisfait, d'aller chercher un second avis.
Merci beaucoup Géraldine Maigret d'avoir été avec nous, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Pour poursuivre ces discussions passionnantes, j'invite celles et ceux qui nous regardent à se procurer Attachant, adorable mais parfois insupportable. C'est votre ouvrage aux éditions de Buc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On marque une courte page de pause et on revient juste après ça. On est de retour dans le grand JT de l'éducation. Notre bon point du jour, c'est ce livre-là, Troisième caméra, un roman graphique, bande dessinée, c'est comme ça qu'on dit aussi, qui nous emmène dans quelque chose d'un peu méconnu sur l'univers de la Seconde Guerre mondiale, cette fameuse Troisième caméra. Pour en parler, nous sommes avec son auteur, Cédric Apicyan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est ma première question et c'est la plus simple. Qu'est-ce que c'est cette Troisième caméra ? Alors, la troisième caméra, c'est en fait l'appareil caméra avec K, donc à la fois appareil photo ou caméra filmique. C'est le troisième appareil qu'avaient les reporters de guerre allemands durant la Deuxième Guerre mondiale et qui est une caméra clandestine en fait. Ils avaient deux appareils photo officiels ou deux appareils type caméra ou appareil photo officiel. Et celle-ci est en fait celle qui est... on va dire, qui n'est pas soumise à la censure. Puisque, donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des soldats qui avaient pour but de nourrir les images de propagande, celles qu'on voit encore, qui montrent ce qu'ils considéraient comme les réussites de l'armée allemande, qui montraient les coulisses de visite d'Adolf Hitler à ses troupes. Donc, ils filmaient, ils envoyaient, ils documentaient. Et certains d'entre eux avaient donc cette troisième caméra. On sait si c'était très répandu ou c'était plutôt quelque chose de niche. Donc effectivement, ils étaient sous les ordres de Goebbels, le ministre de la propagande, et ils devaient montrer une image, on va dire, positive, à la fois, si on peut tenter qu'on puisse dire positif par rapport à ce qu'ils montraient, mais ils devaient montrer quelque chose qui puisse faire peur à l'ennemi, enfin voilà, des soldats indestructibles. Et donc, ces troisièmes caméras, elles étaient, à ce que j'en sais, assez répandues, mais elles montraient la vie de tous les jours ou d'autres événements qui ne pouvaient pas être nécessairement, qui n'auraient pas passé la censure dans le cas où elles étaient vues, quoi. Et alors, ce roman graphique, donc, il suit le lieutenant Frenz qui, lui, doit couvrir un petit peu les activités du Führer, c'est ça ? Vous le suivez dans cette période-là ? Alors, en fait, Walter Frenz a été le reporter qui a suivi Adolf Hitler et Himmler pendant toute la guerre. Et on a eu, entre guillemets, la chance d'être en contact avec son fils pour pouvoir faire cet album, qui nous a fourni les photos de son père, parce qu'il a été à la fois reporter filmique et photographe. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai eu le sujet en main. C'est à travers des photos. Donc, une des premières photos que j'ai reçues, c'est Hitler avec son chien en couleur, parce qu'il avait la possibilité de faire, lui, des photos en couleur. Et c'était assez déstabilisant de voir ça. Donc oui, on suit particulièrement Walter Frenz dans cette histoire. Ouais. Et alors, les Américains veulent absolument retrouver cette troisième caméra. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour eux ? Ces troisième caméras, elles pouvaient permettre effectivement de découvrir des choses, des identités sur des officiers. Alors, on sait que les Américains devaient préparer le procès de Nuremberg, donc il fallait des preuves. Donc tout était bon pour découvrir les pontes du Troisième Reich là-dedans. Et d'ailleurs, il y a un épisode avec les frères Schulberg, donc, qui sont deux frères de l'OSS, qui sont donc mandatés pour eux trouver toutes les bobines, tout ce qui est possible en vue du procès de Nuremberg. Et ces deux frères travaillaient sous les ordres de John Ford, le réalisateur. Et donc ça, c'est une histoire vraie. Et lorsqu'ils se sont trouvés, les bobines en question étaient en zone russe.
Et ils ont pu récupérer cela parce que le major qui s'occupait de ça, et le russe, était un fan de John Ford. Lui, il avait écrit 2 bouquins sur John Ford, c'était un critique de cinéma. Et donc, il leur a laissé la possibilité de prendre ce qu'ils voulaient pour le procès de Nuremberg. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, et que vous montrez très bien dans cet ouvrage, c'est que certaines photos sont le quotidien de soldats allemands. L'un des soldats dit que c'est la preuve d'une fragilité, la preuve qu'ils n'étaient pas des démons, ni des demi-dieux intouchables, mais que ces horreurs commises n'étaient malheureusement que des hommes comme nous. C'est ce qui est dit et c'est ce qui est frappant quand on lit cet ouvrage. Tout à fait. C'est ce qui m'a, moi, déstabilisé. En fait, comment ça s'est passé? Cet ouvrage, il est né parce que j'étais en signature de mon précédent bouquin, La balade du soldat Odawa, qui parle de la guerre de 14-18. Et un documentaliste de CPAD, donc les archives militaires du fort d'Ivry, est venu me voir en disant qu'il étudiait, lui, les reporters de guerre allemands. Et il m'a dit, c'est quelque chose qui n'est pas connu, est-ce que ça t'intéresserait de faire un travail là-dessus? Et donc je suis allé voir ces photos. Et c'est là, moi, j'ai vu effectivement des photos de soldats allemands barbus, blessés, en tricot de peau, sur le bord d'une route. Et ça m'a déstabilisé parce que du coup, on se dit, waouh, c'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Et là, il y a vraiment une proximité avec ce qu'on aurait pu être nous. Voilà. Le bouquin est né comme ça, quoi. Puis avec toutes ces photos d'archives aussi, c'est des témoignages crus et de cette violence, de ce régime absolument épouvantable. Ah oui, de toute manière, c'est ce qui a été fait de pire, je pense, dans l'humanité. J'espère qu'on ne dépassera jamais ça. Et c'est un bouquin qui est fait pour quelque part aussi, ce photographe en couverture, il est là aussi pour nous prendre en photo, pour nous dire, vous en êtes où, quoi, aujourd'hui, dans cette période malade de notre société, et voire de la planète entière. Hein. Donc voilà, c'est un peu un petit rappel pour dire, voilà, qu'est-ce que nous, on aurait fait à ce moment-là et où on en est aujourd'hui. Et vous parliez de la photo d'Hitler que vous avez vue, des photos de soldats. Vous en avez vu beaucoup de ces photos pour J'en ai vu quelques-unes, oui, j'en ai vu quelques-unes. Cet ouvrage, qu'est-ce que vous y avez vu? La preuve de notre fragilité. Voilà, c'était ça. C'est les photos de Walter Frantz aujourd'hui, moi, elles me prouvent ça, quoi. Elles me montrent que c'était des gens comme nous, quoi. Alors Et on les voit en train de commettre... Ah non, c'est plutôt des photos... ces troisième caméras, sont plutôt des photos de la vie de tous les jours. Voilà. Alors, des fois, il y a des exactions, mais ça, j'en ai pas vu. Je cherche pas à en voir non plus. J'ai pas de fascination pour... morbide. Non, j'ai aucune fascination pour l'Allemagne, les Allemands de cette époque, ni pour Walter Frantz. Simplement, je trouve que c'était un personnage qui était à la fois paradoxal et à la fois très intéressant, justement, étant un réalisateur. Il a commencé avec Leni Riefenstahl, c'était son assistant, celle qui a fait les JO de Berlin en 1936, le film Olympia. Et donc, effectivement, moi, je suis réalisateur à la base. Je me suis dit, c'est un peu, ça aurait pu être un parcours similaire. Voilà, tu es réalisateur, qu'est-ce qui se passe s'il y a une guerre? Tu te retrouves. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce Frantz? Qu'est-ce qu'il est devenu de lui après la guerre? Alors, du coup, on va spoiler un peu, mais il a vécu une très bonne vie et puis il a continué ses activités comme la plupart. Je sais qu'il y avait des centaines, voire des milliers au pic. Je crois qu'ils sont 15 000 reporters. Et il y en a quelques-uns qui ont fini patron de presse en Allemagne. Ça vous évoque quoi? Qu'est-ce que vous vous dites, vous qui maintenant le connaissez bien? Est-ce qu'il était complice en documentant des documents qui ont quand même servi dans les procès? Est-ce qu'il était simple témoignage? Comme je vous disais, c'est très paradoxal parce qu'en fait, il a été au plus près des pontes du nazisme avec un uniforme de l'armée de l'air. Donc lui, il était officier de la Luftwaffe. Déjà, ça, c'est un premier paradoxe. Deuxièmement, comment dire, ces photos, aujourd'hui, elles témoignent. Alors lui, il les a faites, souvent pas pour ça, mais elles témoignent pour nous, de nous dire plus jamais ça. Mais lui, il était...
c'est très compliqué parce que à la fois, je pense qu'il était à 100% compatible avec les gens avec qui il était, mais il n'a pas subi de procédure de dénazification puisqu'il n'était pas nazi, enfin il n'avait pas signé. On n'a pas trouvé ça, les Américains ne l'ont pas trouvé. Mais il n'a jamais caché qu'effectivement, au moment où c'est arrivé, c'est ce qui est arrivé le mieux pour l'Allemagne, quoi. Il y a un personnage aussi important dans l'ouvrage Elke, vous pouvez nous en parler? Quelle était un peu sa place et le rôle des femmes de manière plus générale? Alors, c'est le personnage féminin, certes, mais bon, elle est quand même dans le camp du pire. Mais elle symbolise effectivement les femmes de Berlin. Et ça a été terrible ce qui s'est passé, puisque c'est des viols par centaines de milliers, voire, suivant les chiffres, par millions. Quoi. Par qui? L'armée rouge, les Américains, enfin il y a eu un peu tout le monde. Quoi. C'était un sentiment de revanche par rapport à ce qui s'est passé, donc il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus rien. Quoi. C'était l'horreur absolue. Quoi. Donc effectivement, ça a été assez dramatique ce qui s'est passé là. Quel message vous souhaitez susciter? Quelle réflexion à travers cet ouvrage? Vous parliez de ce qui se passe en couverture. Nous aussi, nous sommes filmés. Nous aussi, on doit se poser la question dans cette période de quel côté de l'histoire on est en train de se ranger? Je pense que c'est ça. Finalement, je pense qu'inconsciemment, moi j'ai écrit un thriller militaire dans les ruines de Berlin. Mais derrière, je pense qu'il y avait ce côté qui commençait à me titiller, me dire mais dans quel monde on est en train de basculer? Et cette couverture me plaît beaucoup. Voilà, on nous prend en photo quelque part et à nous de savoir qu'est-ce qu'on va laisser derrière sur ces photos. Quoi. Et où est-ce qu'on a envie que ces photos se retrouvent? Qu'est-ce qu'on a envie que les historiens disent de nous? Exactement. Merci infiniment Cédric Apicyan d'avoir été avec nous. Je rappelle donc l'ouvrage que vous avez écrit, La troisième caméra, avec monsieur Rodier, je cherche son prénom, Denis Rodier, qui est au dessin, et donc c'est un très beau témoignage et important sur cette période de notre histoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Shirley. Bonjour Shirley. Bonjour Guillaume. Les fous d'hier sont-ils les fous d'aujourd'hui? C'est autour de cette question que tourne l'exposition présentée en ce moment au Louvre. Oui, et je vous propose de regarder ce teaser pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Figure du fou du Moyen-Âge au romantique, voilà le titre de cette exposition riche de 300 œuvres qui bousculent pas mal nos croyances et présentent les différentes facettes du fou au fil du temps, parce que le fou, ce qu'il représente, ce qu'il incarne, n'a pas voulu toujours dire la même chose dans la culture occidentale et dans l'art occidental, et même ça a pu vouloir dire tout et son contraire. Aujourd'hui, si je vous parle d'un fou, Guillaume, à quoi est-ce que vous l'associez? On l'associe malheureusement, et c'est pas beau, mais peut-être à la maladie mentale. Oui, exactement, mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'acception au Moyen-Âge, à cette période de l'histoire où, vous le savez, la place de la religion était très importante. Ce sont les Écritures qui déterminaient ce qu'était un fou, à savoir, eh bien, celui qui refusait la parole de Dieu, celui qui rejetait Dieu, c'était un insensé. Mais on pouvait aussi être un fou de Dieu, comme saint François d'Assise, qui a choisi de rompre avec le milieu bourgeois dont il était issu, la bourgeoisie italienne notamment, pour vivre à l'écart des hommes, pour parler aux oiseaux et s'habiller comme un mendiant, tant et si bien, qu'il était considéré comme un fou de son temps. Et en cela, il y avait aussi de la folie dans le christianisme. Et alors aujourd'hui, on peut considérer que l'amour peut rendre fou. Est-ce que c'était le cas à l'époque? Alors au XIIIe siècle, le fou était même pieds et mains liés à l'amour. La folie de l'amour se retrouvait ainsi dans de nombreux grands romans de chevalerie. Vous en avez lu à l'école, j'imagine? Tristan et Iseux. Ouais, c'est noté sur la feuille. Je lisais pas, moi, à l'école. Et là, le rôle du fou, c'est de se moquer de l'amour courtois. Le fou finit par réduire l'amour à la luxure. Il devient satirique vis-à-vis du monde des hommes. Les hommes si faibles face aux affaires du cœur. L'amour rend aveugle.
on est toujours d'accord avec ça, je crois. Et le mariage rend la vue. Waouh, celle-là, on la note. Voilà. Vous ne le connaissiez pas? Non. Eh bien, je vous la donne, c'est cadeau. C'est à moi? Oui. Autre moment révélateur de l'ambivalence du fou, c'est quand le fou est accueilli à la cour. Oui, dès le 14e. On appelle ça des ministres, non? Pas vraiment. Ambivalence donc parce qu'il y a deux catégories de fous. Les fous naturels, les simples d'esprit, et les fous artificiels. Eux, en gros, ils faisaient les bouffons, mais ils étaient pleins d'esprit. Voici le bouffon le plus célèbre dans les pays germaniques au XVIe siècle. J'ai nommé Klaus Narr von Rannstedt. Et la France, allez-vous me dire dans tout cela? Bien sûr qu'elle avait aussi ses bouffons, comme se prénommait Triboulet. Triboulet représenté sur cette gravure, magnifique profil, n'est-ce pas? Ah, il me fait penser à quelqu'un. Bon, en tout cas, c'était le bouffon du roi René, comme on l'appelle. René d'Anjou, à ne pas confondre donc avec le Triboulet, qui faisait rire aux larmes Louis XII et François Ier. Et puis attention, renversement de situation encore, les rois aussi pouvaient être fous, mais là au sens où ils perdaient complètement la boule, comme notre pauvre Charles VI, que le peintre François-Auguste Briard a représenté sur cette très belle toile, en train de se faire exorciser sa folie. C'est une peinture du 19e siècle. Les fous et la fête, la musique, la danse, les fous à l'époque de l'humanisme, de la Renaissance et du siècle des Lumières jusqu'au romantique. Vous l'aurez compris, on suit un ordre chronologique dans cette exposition jusqu'au 19e siècle où l'apparition de la psychiatrie fait naître la question de l'enfermement des fous. De quoi refaire toute sa culture. Est-ce que cette exposition, elle peut être vue par des enfants? On a vu certaines images parfois qui faisaient un peu peur, non? Oui, mais bon, pas de panique. Le musée a aussi pensé assez jeune, assez tout petit, en imaginant un parcours à leur hauteur, avec notamment un document qu'il leur est remis et qu'il transforme en cocotte. Je vous la confie. C'est la cocotte des fous? La cocotte des fous. Alors, comment ça marche? La voici. Moi, je suis désolé, on va faire une petite pause. Donc, on choisit son fou. J'espère qu'on a le temps. Non, c'est-à-dire qu'on déambule dans le musée. Il y a des petits symboles qui indiquent à l'enfant qu'il faut s'attarder sur cette œuvre et il choisit un numéro, par exemple 3. 1, 2, 3. Et là, il doit relever le défi qui donc on soulève. Qui apparaît. Entre cette œuvre et celle qui l'entoure, laquelle préfères-tu? C'est audacieux. Voilà. Donc je pense que ça va faire des heureux. Et pour tous ceux qui aiment la musique, vous ne serez pas en reste. Les fous sont de sacrés danseurs et musiciens. Voici le dernier espace du hall Napoléon, où on les voit jouer de la cornemuse, de la flûte, danser à des danses mauresques, les danses qui étaient très en vogue au XVe siècle et qui étaient importées par les Maures d'Espagne. Et on a le droit de faire les foufous dans l'exposition où il y a un endroit pour ça ou non? Oui, il y a un endroit pour ça, ça reste un musée quand même. D'accord. Vous pourrez même prolonger l'expérience avec un cycle de concerts dédié au chant et musique de la folie à l'auditorium du Louvre cette fois. Oui, et le Louvre a imaginé plein de manières finalement de faire vivre l'exposition en dehors des murs du hall Napoléon. N'hésitez pas à jeter un œil au compte Instagram du Louvre qui a réquisitionné la commissaire d'exposition pour faire une analyse du film Joker à la lumière de tout son savoir sur les fous. Regardez un extrait. Joaquin Phoenix et Lady Gaga se lancent dans une danse effrénée avec des mouvements complètement désarticulés qui reprend bien les représentations que l'on a de fous qui très souvent dansent. On le voit bien notamment sur des œuvres où on représente aussi la danse mauresque, qui était une danse très à la mode à la fin du XVe siècle, où le but, pour être le vainqueur de cette sorte de concours de danse, c'est justement de faire les figures les plus acrobatiques, de faire des sauts, de se désarticuler complètement. On retrouve bien cet élément ici. Les très intéressantes explications d'Elisabeth Antoine Koenig donc sur Joker, en référence à toutes ces choses, toutes ces informations que l'on apprend au musée du Louvre, donc figure du fou du Moyen-Âge au romantique, à voir jusqu'au 3 février 2025. Eh bien, merci beaucoup Charlie, cultiver son brin de folie. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV, c'est le Zap. Vous publiez Lettre à la petite fille qui vient de naître, c'est Grasset donc, et des lettres il y en a 24. Cette petite fille, vous en êtes le parrain, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez pris votre rôle très très au sérieux. Je l'ai pris très au sérieux parce que peut-être que si ça avait été il y a 20 ans,
ça n'aurait pas été tout à fait la même chose, mais, et vous l'avez très bien dit dans votre introduction, aujourd'hui où l'avenir ne paraît plus aussi clair qu'il l'était il y a 20 ans. Les derniers sondages disent qu'à peu près 80% des Français trouvent que demain sera moins bien qu'hier. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. Donc, pour moi, quelqu'un qui naît et auquel je peux être attaché, un enfant qui naît aujourd'hui, c'est pas forcément un cadeau si on demeure sur ce niveau de réflexion. En réalité, et ce que j'essaie de dire à ma jeune fille qui va avoir 1 an l'année prochaine, c'est que la vie, ça vaut vraiment la peine d'être vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire, à condition de suivre tel et tel parcours plutôt que tel ou tel autre. Et à ce moment-là, l'horizon sombre qu'on nous présente et qu'il ne faut pas cacher, il y a des remèdes à toutes les maladies, et à partir de là, cet horizon peut être vraiment très clair. Et en fait, naître aujourd'hui peut être quand même une chance. Vous les initiez aussi à la création artistique via le parcours starter. Exactement. Vous avez des exemples de projets à nous donner? Alors on a donc les parcours starter, c'était initié maintenant il y a plusieurs années, mais on a doublé le nombre de dispositifs parcours starter. On est passé de 22 à 40. Voilà. Donc, et en quoi ça consiste exactement? Alors, ce sont des compagnies culturelles qui viennent dans les collèges et qui viennent initier les jeunes. Alors, à différentes disciplines, ça peut être la peinture, ça peut être le chant, ça peut être le théâtre. Donc, ce sont des comédiens qui sont déjà partenaires avec le conseil départemental. On a la chance d'avoir un tissu culturel très divers sur le département de la Côte d'Or. Donc on travaille avec ces compagnies et on leur demande de proposer un parcours starter. Donc c'est sur une année, donc où les jeunes vont être initiés. Alors comme je vous ai dit, soit au chant, soit donc ils ont théâtre. Une session par mois, tout à fait. Semaine. Voilà. Et à la fin de l'année scolaire, eh bien, ils vont proposer un spectacle. Et on invite naturellement les familles à assister à ce spectacle en présence, naturellement, de la compagnie culturelle qui les aura accompagnés. Et c'est pareil, on les sensibilise à des dispositifs qui ne sont pas portés par l'éducation nationale au sein même du collège, mais en l'occurrence, si c'est le chant, il y aura le professeur de musique qui sera présent, qui sera aussi impliqué dans ce dispositif. Et c'est un dispositif qui fonctionne particulièrement bien. La France, donc, va tester une petite fusée en 2025, parce que c'est vrai, quand on pense aux fusées, et notamment à notre enfance, on pensait à ces fusées qui allaient notamment sur la Lune, qui étaient immensissimes. Là, maintenant, on est sur une petite fusée 2025, dans le cadre de ce projet qui s'appelle Frog. Pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce projet, en quoi il est différent aujourd'hui des fusées traditionnelles qu'on a pu voir jusqu'à présent, à part sa taille? Alors, déjà sa taille, et je pense que c'est quand même important de donner des chiffres pour se rendre compte un petit peu de la différence. Le projet Frog aujourd'hui, en tout cas le projet Frog H, qui est donc celui qu'on a actuellement, parce qu'il y en a eu des versions antérieures, le projet Frog T, voilà. Aujourd'hui, le projet Frog H, donc, qui va être lancé en 2025 dans l'espace, c'est une fusée de 3,60 m, donc finalement c'est pas très grand pour 100 kg, alors que par exemple si on prend la fusée Ariane 5, on est plutôt aux alentours de 50 mètres de haut et 780 tonnes, donc c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc j'ai perdu votre question puisque je vous ai donné tout le contexte, mais finalement... Mais c'est déjà pas mal du tout. Effectivement, c'était en quoi ce projet il est différent. Donc vous avez expliqué la taille, le poids. Exactement. Et donc la grande différence, c'est que justement, de par sa petite taille, en fait, Frog, c'est surtout un projet qui permet d'expérimenter, d'agréger tout un tas de connaissances, notamment autour de tout ce qui va être les algorithmes de guidage, les algorithmes de guidage automatique. Tout le bouquin est quasiment construit autour d'une grande idée, c'est un peu l'échange entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans, le dehors, en disant, voilà, quand le dehors est trop déprimant, il faut se concentrer sur sa vie intérieure, mais c'est pas du tout un bouquin c'est pas la culture de la chambre, c'est pas renfermez-vous, c'est pour mieux vivre avec l'extérieur, c'est cette porosité que vous essayez d'organiser. C'est cette vieille idée qui nous vient de la philosophie antique et qui distinguait très bien le monde extérieur, qui est quand même le lieu de notre impuissance. Vous, moi, quelle prise avons-nous sur le monde extérieur dans les événements? Très peu, très peu. Et ensuite, la vie intérieure, sur laquelle nous avons
toute prise. Nos jugements, nos choix, nos désirs, etc., nous pouvons totalement les maîtriser. Et c'est cette vie intérieure, avec le dialogue avec soi-même, qu'il faut cultiver, notamment pour les enfants et dès le plus jeune âge, parce que c'est l'expression de la liberté totale qu'ils pourront avoir dans l'avenir et de construire la vie qu'ils veulent avoir, quel que soit le monde extérieur. Ce monde extérieur, souvent fugace et volatile, sans cesse cruel et brutal, est le lieu de notre impuissance. Toujours en revanche, tu auras pris sur ton monde intérieur, le seul qui dépend de toi et dont tu pourras faire ta pleine propriété. Pardon, je vous ai interrompu, c'était pour vous citer, pour qu'on entende aussi cette langue, parce que ça fait partie des plaisirs, du plaisir de lire le livre. Donc il faut quand même le dire. Pardon, je vous ai coupé. Merci, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris conscience de ces deux univers et de celui que l'on possède et de l'autre, la vie déjà devient autre chose que ce qu'on nous présente ou ce que les médias nous présentent avec des informations anxiogènes tous les jours. Il y a aussi, j'imagine, quand on pense environnement, la cantine scolaire, la restauration. Est-ce que vous avez fait des progrès en ce sens, justement ? Alors écoutez, je pense qu'on a bien travaillé sur le sujet de la restauration scolaire, parce que c'est essentiel, la restauration scolaire. On sait pertinemment qu'il y a des jeunes qui mangent le midi au restaurant scolaire, mais pour certains, c'est le seul repas dont ils vont pouvoir bénéficier, repas équilibrés, et quelquefois qui n'auront pas le soir, en rentrant chez eux, la possibilité de manger correctement ou de manger tout simplement. Voilà. Donc une réflexion a été portée avec l'ensemble des élus du conseil départemental de la Côte d'Or. Il y a maintenant 4 ans et demi. Alors c'est vrai que c'est la période Covid qui nous a sensibilisés à cela. Et nous avons décidé de porter le repas qui était, il y a donc 5 ans maintenant, 4 ans et demi, il était à 3,74 €. D'accord. Voilà, pour tous les collégiens. Et on a décidé de le porter à 2 €. 2 € le repas pour tous les collégiens de la Côte d'Or. Quels que soient les revenus. D'accord. Tous les collégiens bénéficient d'un repas à 2 €. Donc c'est un effort substantiel. J'imagine, parce qu'un repas, ça revient à combien pour... À peu près 10,70 €. D'accord. C'est un peu plus de 8 € par élève, quoi. Tout à fait. Et donc le différentiel est naturellement supporté par le conseil départemental. Mais la volonté du département, c'est de pouvoir proposer des repas équilibrés à tous les collégiens, où qu'ils soient. On parlait tout à l'heure des collèges ruraux et des collèges urbains. Tous les collégiens ont des repas équilibrés. Limiter l'accès des mineurs aux sites pornographiques en ligne, voilà un défi auquel l'Arcom vient tenter de répondre avec le contrôle par carte bancaire. Et bien qu'elle ne soit pas considérée comme la solution idéale, et on va essayer de comprendre pourquoi dans un instant, cette méthode est malgré tout déployée pour combler une urgence dans la protection des mineurs. Lisa, et on va en parler avec vous, parce que pour commencer, il faut peut-être expliquer brièvement la mesure justement dont on parle, qui a été mise en place donc par l'Arcom pour limiter l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Eh bien, ce qui a été du moins recommandé par l'Arcom, c'est de mettre en place un système de vérification par carte bancaire. Alors, je m'explique. Bon, globalement, on sait tous que quand aujourd'hui on va sur un site pornographique, on se retrouve face à une boîte de dialogue qui va vous demander si vous avez plus de 18 ans avec une réponse oui ou non. Vous répondez oui, vous entrez sur le site. Donc globalement, un mineur aujourd'hui, s'il a envie de décider, d'appuyer sur oui, il peut tout à fait rentrer sur un site pornographique. Tout en sachant que, donc, si on remet un petit peu de contexte, en fait, c'est en 2020 qu'on a eu les premières lois qui ont été mises en place justement pour encadrer les sites pornographiques et pour les forcer à renforcer la sécurité autour des mineurs. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, comme je disais, c'était de mettre la carte bancaire pour empêcher les mineurs de rentrer sur ces sites, en sachant l'idée, c'est pas seulement de rentrer les informations de la carte bancaire, ça sera aussi de générer une fausse demande de paiement pour justement pouvoir la valider, puisque s'il s'agit juste de rentrer les informations, finalement, tout le monde peut le faire. Sauf que, qu'on comprenne bien, cette demande de paiement, elle est envoyée du coup aux parents parce que l'enfant est mineur et que c'est lié à sa carte bancaire. Pourquoi la carte bancaire, justement ? Alors, pourquoi la carte bancaire ? Parce que, a priori, et je dis bien a priori, les mineurs ne sont pas en possession d'une carte bancaire et donc ça serait celle des parents qui serait utilisée. Je dis bien a priori, parce que dans la réalité, voilà, un enfant peut avoir une carte bancaire à partir de 10 ans. Donc,
ça pose problème. Voilà pour le ZAP, c'est la fin du grand JT de l'éducation. Merci beaucoup de l'avoir suivi aujourd'hui à la chronique. C'était Charles et Adélaïde, à la réal Romain Luc, au son Saïd Mamou, au maquillage Laure Odemont, Emma Ferré, Laura Girard, les rédactions. Lundi, c'est le retour de Virginie. À bientôt.